Volodymyr Zelensky a été reçu ce lundi 18 août à la Maison-Blanche par Donald Trump. Alors que la guerre en Ukraine dure toujours, soutenue par plusieurs dirigeants européens, il cherche des garanties de sécurité et à faire pression sur la Russie pour avancer vers la paix. Une rencontre symbolique qui relance les tractations diplomatiques internationales. C'est une image scrutée par le monde entier. Volodymyr Zelensky est arrivé à la Maison-Blanche à 19h15, poignée de main énergique, sourire un peu crispé, mais attitude amicale. Avec cette main posée sur l'épaule du président ukrainien, les deux hommes ont ensuite rejoint le bureau ovale avant d'échanger devant les caméras. Nouvelle poignée de main et remerciements du président ukrainien. Merci à vous, merci pour vos efforts pour stopper cette tuerie et arrêter cette guerre. Ils sont tous les deux côte à côte à la recherche de la paix, comme l'indique Donald Trump. La guerre va prendre fin, je ne sais pas quand, mais elle va se terminer. Ce gentleman est Vladimir Poutine et je pense que le monde entier aussi, tous sont fatigués de cette guerre. Nous allons la terminer. Un soutien international et des discussions diplomatiques. Volodymyr Zelensky n'est pas arrivé seul à Washington. Il est soutenu par de nombreux dirigeants européens, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron, le premier ministre britannique Keir Starmer, ou encore la présidente du Conseil des ministres d'Italie Giorgia Meloni, tous sont venus serrer les rangs autour de Zelensky. Les tractations diplomatiques ont débuté plutôt lors d'une réunion avec l'émissaire américain. Le président ukrainien pose ses conditions pour mettre un terme à la guerre. J'espère qu'on aura le temps de parler de l'architecture concernant les garanties de sécurité. C'est vraiment le plus important. Mais sur son contexte, Volodymyr Zelensky va plus loin. Seule la force peut contraindre la Russie à la paix et le président Trump possède cette force. Nous devons tous tout faire pour que la paix soit une réalité. Lors du sommet en Alaska vendredi 15 août, le président américain a échoué à obtenir un cessez-le-feu. Les Européens craignent que Donald Trump ne tente d'imposer la ligne du Kremlin. Mais à cet instant, le président américain confirme son souhait d'un sommet tripartite avec Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Dans cette région de l'Est de l'Ukraine, les combats entre forces ukrainiennes et russes se poursuivent malgré les négociations à Washington. Voici ce que l'on découvre lorsqu'on arrive dans le Donbass. Des kilomètres de filets suspendus au-dessus des routes pour stopper les attaques de drones. Les Ukrainiens installent partout pour protéger les véhicules militaires qui vont vers le front. Car si l'avenir de cette région située à l'est de l'Ukraine est au cœur des négociations entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à Washington, sur le terrain la guerre se poursuit et la Russie progresse dangereusement. Même si les soldats ukrainiens se refusent à l'avouer, ici tout le monde se prépare au pire. Résistance des habitants de Kramatorsk. Obtenir l'intégralité du Donbass, c'est la condition posée par le chef du Kremlin pour mettre un terme à la guerre. Une idée qui révolte la plupart des habitants de Kramatorsk, cette minière qui pour l'instant résiste encore aux offensives russes. Comme pour ces 12 habitants, je préfère mourir que de devenir l'esclave de Poutine. Il veut notre territoire? Eh bien non, ce n'est pas possible, déclare le premier. C'est ce que je crains le plus, qu'il nous abandonne. Je suis de Kramatorsk, je me bats pour cette terre depuis 2022. Dans cette ville, la plupart des habitants parlent russe, certains ont même de la famille en Russie comme Oksana qui refuse pour autant d'abandonner le Donbass. On peut très bien parler de le russe et être en même temps de vrais patriotes ukrainiens. S'ils nous abandonnent, si la Russie arrive ici, on ne restera pas, on partira loin. La vie quotidienne sous la menace. À quelques mètres de là, en pleine sirène d'alerte, nous rencontrons
Julia et sa fille Belena, comme la plupart des femmes ici, plusieurs hommes de sa famille se battent sur le front. C'est à eux qu'elle pense ce soir. Je pense que nos hommes se sentiront humiliés si on laisse le Donbass. Ils donnent leur vie sur le front, tant de soldats sont déjà morts. Et eux, ils veulent qu'on abandonne. Les Ukrainiens qui refusent d'abandonner leur territoire et qui refusent également de céder à la Russie les richesses du Donbass. Car c'est ici, dans cette région, que se trouvent les principaux gisements de charbon et de terres rares que possède l'Ukraine. Depuis plus d'une semaine, les pompiers livrent une bataille sans répit contre plusieurs incendies dans le nord et l'ouest de l'Espagne. Des milliers d'habitants ont dû être évacués et d'autres se préparent à l'être. Le panache de fumée est visible à des dizaines de kilomètres en contrebas des maisons directement menacées. Au-dessus de cette commune au nord-ouest de l'Espagne, les avions bombardiers d'eau ne cessent de voler. Je suis inquiet car le feu est vraiment près des maisons. On a mis des tuyaux dans les jardins, on essaie de rester à l'abri, et l'indique un habitant de Rivas-Botavia. Le feu touche désormais la forêt juste derrière ces habitations. Nous suivons les pompiers. C'est d'abord un bruit qui surprend. Le crépitement des flammes qui se trouvent à quelques mètres seulement. Elles progressent. Les logements sont menacés, ils sont sous contrôle. Ce que l'on doit éviter, c'est qu'ils sautent vers les autres maisons. On va donc essayer de l'éteindre ici, déclare un pompier. Les habitants tentent de prêter main forte. Les habitants déjà touchés en 2017 tentent de prêter main forte aux pompiers avec les moyens du bord. Ce qui est triste, c'est que ça arrive de plus en plus fréquemment et que ça touche de plus en plus de familles, déplore une habitante. Ce soir, l'incendie est maîtrisé, mais toujours actif. 21 pompiers estoniens sont venus en renfort. La soirée est loin d'être terminée, difficile d'estimer le nombre de foyers d'incendie comme celui-ci en Espagne, car c'est bientôt le problème. Ici, un sol très sec, une végétation très inflammable, le risque de propagation est énorme. Rien que dans la province d'Orsens, où se trouvent les équipes de France Info, plus de 61 000 hectares ont déjà brûlé. L'incendie qui a frappé Marseille cet été reste l'un des pires de la décennie. Une quarantaine de sinistrés du quartier de l'Estac, touchés par la flamme, vont être relogés dans de mobile homes construits sur un terrain municipal grâce à des cagnottes mises en place par les habitants. Dans ce quartier du nord de Marseille, ravagé par l'incendie du 8 juillet, ils arrivent les uns après les autres, des mobil-homes comme maisons provisoires pour les sinistrés. La maison d'un père de famille a brûlé, il dormait jusqu'alors dans sa voiture, ses enfants résidant chez les proches. Je pourrais dormir avec mes enfants, ça fait 2 mois que je dors pas avec eux. Je se réjouit-il d'avance. À quelques mètres de leur logement devenu inhabitable, les mobil-homes sont arrivés et ils seront une quinzaine d'ici quelques jours sur ce terrain mis à disposition par la mairie. Les associations locales ont aussi levé de fonds pour aider les habitants à financer ces bungalows. Pour le sien, Joachim Lacroix a déboursé 5 800 € de sa poche. De quoi se laver, dormir tranquille, c'est tout, résume-t-il, satisfait de cette solution temporaire. Avec enfin un toit sur la tête, il ressent à nouveau du courage. Au début, ça n'allait pas du tout, c'est normal. Maintenant, ça va, confie le Marseillais. 70 logements partis en fumée, car il y a un mois et demi, les habitants se sont retrouvés démunis face à la puissance des flammes. 650 hectares ont été ravagés au nord de Marseille et plus de 70 logements sont partis en fumée. C'est le cas de celui d'Armand Ruisseau dans le quartier d'Estac, à quelques mètres de son mobil-home. Le premier étage porte encore les traces de l'incendie, dévasté. Pourtant, après 20 nuits à l'hôtel payé par son assurance, il n'a pas trouvé d'autre solution que de revenir vivre ici malgré un arrêté de mise en péril. Je mange le soir ici tout seul, je prends ma douche à l'eau froide, il n'y a pas d'électricité, je dois être branché pour l'apnée du sommeil, je ne me branche pas. J'ai du mal à dormir, mais je dors quand même. Confie-t-il. Il espère lui aussi trouver bientôt un bungalow pour un semblant de retour à la normale dans un quartier que très peu de personnes ont résolu de quitter.